Bonjour Céline, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Céline, tu es secrétaire confédérale de la CGT et co-secrétaire générale de l'Union fédérale des syndicats de l'État CGT. Alors hier, le cabinet de la ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, a annoncé le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Il sera, je cite, revalorisé d'ici l'été prochain pour tenir compte de l'inflation galopante. Alors, je rappelle que ce point d'indice était gelé depuis 2010, sauf deux petites corrections de plus 0,6%. À quoi est-ce que vous vous attendez en fait dans cette augmentation? Est-ce que ça va juste être des miettes et que c'est juste un effet d'annonce, ou est-ce qu'il va vraiment y avoir une augmentation? Alors, je dirais enfin, parce que cette annonce, nous l'attendons depuis le début du quinquennat, voire même avant, vous l'avez dit, enfin, en tout cas, tu l'as dit, ça fait depuis 2010 qu'il y a un gel quasi permanent du point d'indice. Donc, cette politique du gel du point d'indice, elle a mené la fonction publique dans l'impasse, ça c'est très clair. Et là, donc, enfin, il y a cette annonce. Par contre, cette annonce, elle est complètement insatisfaisante. D'une part, parce qu'on ne sait pas à quelle hauteur elle compte donc augmenter la valeur du point d'indice. Et puis alors, le coup du 3 mois, là, ça c'est pas possible, ça passe absolument pas, parce que d'autant plus qu'il y a quand même des élections entre-temps, et présidentielles et législatives. Donc nous, de toute manière, on n'attendra pas la suite, c'est que déjà on appelle au 17 mars une forte mobilisation, on est dans un préavis de grève, donc ce qu'on demande à Amélie de Montchalin depuis déjà un certain nombre de jours, c'est ouverture immédiate des négociations. On discute et on négocie en effet de la hauteur de la revalorisation du point d'indice, et cette revalorisation, elle doit être effective là, maintenant, avant les élections présidentielles. Et quoi qu'il en soit, l'inflation, on l'a subie déjà aujourd'hui, et déjà il y a d'ailleurs plusieurs semaines. Donc nous, on ne va pas laisser la voiture dans le garage, on ne va pas arrêter de travailler, on ne va pas attendre les 3 mois pour avoir cette revalorisation. Donc nous, c'est immédiatement, et avec une revalorisation significative, parce que s'il s'agit de revaloriser simplement par exemple de 0,5% ou de 1%, comme ils ont eu l'habitude de faire jusqu'à présent, ça sera complètement inacceptable pour la majorité des travailleurs et travailleuses de la fonction publique. Alors, la ministre de Montchalin a dit qu'il fallait forcément un débat parlementaire. C'était ça, c'est aussi pour ça en fait qu'elle se laisse 3 mois, en fait, qu'elle veut laisser passer les élections législatives notamment. Est-ce qu'il faut forcément un débat parlementaire? Est-ce que ça peut pas juste être, par exemple, un décret ministériel? Mais nous pensons qu'en effet, il y a d'autres solutions, hein, parce que, et puis c'est là où c'est un petit peu de la provoque de sa part, parce que pourquoi avoir attendu maintenant, en effet, puisqu'il n'y a plus possibilité de faire une loi rectificative auprès du Parlement, elle le sait. Donc, elle a vraiment fait l'annonce quand c'était plus possible que cette loi rectificative soit débattue au Parlement. Donc ça, c'est un peu, enfin, c'est hallucinant. Alors que nous, ça fait depuis des semaines et des semaines qu'on lui demande cette revalorisation, voire même des années, je l'ai dit. Mais quand même, qu'il y a donc ce préavis de grève, je le rappelle, et l'inflation, on le sait, et ça on en avait débattu d'ailleurs avec elle, puisqu'on a eu différentes réunions quand même. Elle nous a obligés, en tout cas, elle a aussi mis en place une conférence salariale qui a duré des mois et des mois, sans aucune, au bout, sans aucune justement mesure effective pour revaloriser ce pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat, il est en berne depuis des années. La valeur du point d'indice a décroché de 12% par rapport à l'inflation depuis 2010. 12%, 12,7% même. Ça veut dire que, en effet, le pouvoir d'achat des fonctionnaires a baissé de plus de 10% depuis à peu près 2010. C'est énorme. Donc le sujet, il n'est pas nouveau. Alors oui, là, c'est vrai que les choses s'accélèrent, mais on lui avait dit. Enfin, je veux dire, quand même, il le savait aussi que avec la situation internationale, avec la situation économique et sociale, l'inflation, elle n'allait pas s'arrêter là. Et quoi qu'il en soit, de toute manière, elle a eu lieu. Il y a eu un relèvement du SMIC à plusieurs reprises. Il y aura un autre relèvement du SMIC, et on sait déjà, par exemple, que systématiquement, les bas de grille des différentes catégories des professionnels sont en dessous du SMIC dès qu'il y a relèvement, donc ils sont obligés de rajouter des points, et après, ça, enfin, en tout cas, il y a comme incidence un tassement des grilles, et finalement, on va, s'il n'y a pas justement cette revalorisation de fort niveau, eh bien, on va rentrer dans un grade et on va rester à la même rémunération pendant des années et des années avec ce tassement de grille. Et je dirais aussi qu'il y aura plus de reconnaissance de qualification, puisque qu'on rentre maintenant en catégorie C, par exemple niveau BEPC ou catégorie B,
niveau bac+2, bac+3, bac+4, on débute finalement quasi au SMIC aujourd'hui dans la fonction publique. Ça, c'est absolument pas tenable. Et on n'avait pas besoin de cette inflation déjà pour être dans cette situation-là. Donc, je trouve que c'est vraiment de la mauvaise foi d'avoir attendu là, maintenant, alors qu'on le réclame depuis très longtemps, et de nous dire et de nous expliquer que ça serait éventuellement après donc les élections présidentielles et législatives. Donc ça, c'est pas possible. Ils se débrouillent, ils savent se débrouiller. On l'a vu pendant la pandémie, ils ont débloqué des fonds publics en urgence et sur des sommes colossales. Donc, s'ils veulent, ils peuvent débloquer immédiatement les fonds publics pour permettre donc une forte revalorisation de tous les fonctionnaires et contractuels qui exercent donc dans la fonction publique. Alors, jusqu'à présent, le gouvernement, et tout spécifiquement Amélie de Montchalin, donc la ministre de la fonction publique, avait plutôt défendu non pas donc le dégel du point d'indice, mais des revalorisations ciblées et, je cite, un dialogue salarial élargi au-delà du seul point d'indice. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle a fait, en fait, Amélie de Montchalin, depuis quelques temps? Qu'est-ce que ça veut dire des revalorisations ciblées et un dialogue salarial élargi? Alors déjà, les revalorisations ciblées, c'est-à-dire que ça a été par ministère finalement qu'il y a eu des discussions, parfois des négociations, qui ont pu aboutir en effet à des accords. Je pense aux finances publiques. Après, il y a eu on va dire des relèvements aussi des grilles ou des fusions de grades dans d'autres secteurs comme dans la justice, même si ça n'a pas été le fruit de négociations aussi. Donc là, au niveau du dialogue social, déjà, c'est pas tout à fait satisfaisant. Mais donc, ils ont en effet octroyé des revalorisations, mais plutôt souvent soit de primes en fonction des ministères ou aussi de revalorisation de grilles indiciaires, mais sans jamais vouloir en effet revaloriser le point d'indice parce que son argument c'était de dire voilà, si vous augmentez au moins ne serait-ce que d'un point la valeur du point pour les 5 millions de fonctionnaires, ça va coûter 2 milliards d'euros, c'est énorme alors que ça représente très peu en augmentation. Donc ce n'est pas possible, c'est pas comme ça qu'il faut faire, à part que justement faire comme elle l'a fait, d'une part, ça ne permettait pas de répondre justement au relèvement du pouvoir d'achat, parce que les primes, c'était pas suffisant, quoi qu'il en soit, et on le voit, et en matière justement vraiment de reconnaissance de qualification, ça ne permet pas non plus justement de véritablement reconnaître ces qualifications, et cette demande, elle est forte notamment suite à la pandémie d'ailleurs, cette reconnaissance de qualification, de pénibilité du travail, et puis, alors pour le coup, je pense qu'en effet, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est cette inflation quand même qui est énorme et qui forcément a un impact très fort sur le pouvoir d'achat des agents et qui ne peut pas être comblé par quelques primes et quelques miettes, on va dire, par-ci par-là. Ouais, la Banque de France table sur une inflation pour le premier semestre 2022 entre 3,5 et 4,5%. Amélie de Montchalin s'est aussi engagée ce matin, elle a fait une interview à la radio, elle s'est aussi engagée à agir sur l'indemnité kilométrique que perçoivent les agents utilisant un véhicule personnel dans le cadre de leur fonction. Tout à l'heure, tu parlais du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est aussi la possibilité pour les agents de la fonction publique de se déplacer. Ça, c'est aussi une bonne chose, cette revalorisation kilométrique. Alors oui, mais alors attention, parce que la revalorisation de ce dont elle parle, c'est simplement pour les agents qui ont une voiture de fonction, en fait. C'est pas pour aller de son domicile sur le lieu de travail. Hein. Donc c'est bien, enfin voilà, je pense que c'est juste de revaloriser cette indemnité kilométrique, mais ça finalement, en tout cas, ça correspond à très peu. Et ça, c'est pareil, c'est un geste qu'ils auraient dû faire déjà depuis bien longtemps. Donc après, moi, vraiment, ce qui nous permettra véritablement de revaloriser le pouvoir d'achat et de toutes et tous, c'est qu'il y ait une revalorisation du point d'indice, mais suffisamment importante. Parce que moi, vraiment, et on attend ces négociations de pied ferme, nous craignons que la revalorisation soit trop minime pour justement permettre une vraie augmentation ou au moins du maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des fonctionnaires et des contractuels. Pour établir un rapport de force, vous avez appelé, pas, je parle pas au passé, vous avez appelé à une mobilisation le 17 mars prochain, donc c'est jeudi. C'est une intersyndicale, hein, donc à l'exclusion, je le note quand même, de Force ouvrière hein,
et de la CFDT, donc eux qui n'avaient pas appelé qui n'appellent pas à manifester le 17 mars prochain. Dans quel cadre, en fait, du coup, maintenant, après les annonces de la ministre de Montchalin, comment est-ce que vous imaginez, en fait, que peut se dérouler, en fait, cette mobilisation? Est-ce que ça va peser dans le rapport de force? Est-ce que elle a dit qu'elle allait, Amélie de Montchalin a dit qu'elle allait appeler, elle va réunir les parties prenantes, donc aussi les gens qui ont appelé à cette manifestation. Est-ce que tu penses que ça va se faire avant, c'est-à-dire qu'avant le 17 mars, vous allez vous réunir avec de Montchalin, ou est-ce que ça va être après? Enfin, comment vous allez vous situer par rapport à ça? Alors nous, ce que nous demandons au niveau de l'intersyndicale, c'est d'être reçu là, maintenant, avant le 17, et puis après, bien évidemment, parce que ça ne se fera pas une seule journée, je dirais, de négociation, puisqu'il y a plusieurs choses à négocier. Alors après, je pense que, enfin voilà, c'est à mon avis, ça nous, enfin c'est même sûr. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'analyse. Il y aura un nouveau communiqué de presse unitaire, d'ailleurs, suite aux annonces justement d'Amélie de Montchalin. Mais ça nous conforte dans le sens où on a raison, et il est important justement de créer un vrai rapport de force au sein de la fonction publique, parce que nous pensons quand même que malgré tout, de ne pas l'avoir lâché là-dessus, c'est-à-dire sur cette fameuse revalorisation du point d'indice, ça a pesé aussi dans cette annonce-là. Le fait que c'est pas la première mobilisation, qu'il y a eu aussi différentes mobilisations sectorielles, notamment, qui ont été très importantes, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit chez les travailleurs sociaux, que ce soit à la douane, que ce soit à l'administration pénitentiaire. Enfin, il y a plusieurs secteurs qui se sont fortement mobilisés, et ça, elle le sait, même si finalement c'est peu médiatisé. Et donc, je pense que là, pour le coup, ça crée une dynamique supplémentaire, parce que pour ceux et celles qui nous disaient, oui, mais franchement, on n'y arrivera jamais, obtenir la revalorisation du point d'indice, en effet, ça a un coût, on le voit, ils sont prêts, c'est plus facile d'obtenir des primes dans notre secteur propre, dans notre ministère, mais obtenir là, justement, finalement, ça contredit un petit peu ceux et celles qui disent, ce n'est pas possible. Ce gouvernement qui se veut inflexible est obligé là un petit peu de lâcher. Par contre, pour l'instant, ce qu'elle propose n'est pas suffisant. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas dans 3 mois, on veut immédiatement. Et puis après, bien évidemment, il y a le sujet de la hauteur. Et on sait donc que si le rapport de force est encore plus fort, si la mobilisation, d'autant la mobilisation sera forte, et plus on sera, nous, à l'aise et confortable pour négocier une vraie revalorisation et l'immédiateté, justement, de cette mesure. Donc on a besoin de la force de la mobilisation, d'une mobilisation unitaire, forte, justement, pour pouvoir négocier quelque chose d'acceptable pour les travailleuses et travailleurs. Alors on est en pleine campagne présidentielle, et il y a un fait intéressant quand même que je note, c'est que contrairement à l'élection de 2017, où c'était un peu la course à l'échalote de celui qui supprimerait le plus de postes, notamment dans la fonction publique, je parle surtout à droite de l'échiquier politique, là cette année les propositions qui vont en ce sens sont largement édulcorées, hein, que ce soit Valérie Pécresse ou Marine Le Pen, ils ne mettent pas l'accent comme avait pu le faire François Fillon sur les suppressions de postes dans la fonction publique. Entre la crise des Gilets jaunes et le Covid, est-ce que tu penses que la fonction publique, au sens large, a gagné l'estime des Français, même de droite? Ben, en tout cas, oui, la pandémie est passée par là. Alors, il y a eu aussi les mobilisations, en effet, des Gilets jaunes. Il y a eu aussi les fortes Les mobilisations sur la retraites? question des retraites. Mais la pandémie, en effet, a eu vraiment un impact important. Et quand on a entendu quand même Emmanuel Macron dire, regardez toutes ces professions, et notamment celle de la fonction publique, pas que, il y avait aussi ceux du commerce, etc., mais beaucoup de la fonction publique, regardez, ces professions ont une grande utilité sociale. Il a même dû lui-même reconnaître qu'ils étaient pas suffisamment payés, donc ça c'est déjà fort. Bon, alors après il s'est engagé sur des choses qu'il n'a pas respectées, mais ça c'est aussi à son habitude malheureusement. Les actes ne suivent pas les paroles au niveau de ce gouvernement. Mais quoi qu'il en soit, et même la population a bien vu, voilà, pour la fonction publique, les services publics, ils répondent bien à des besoins fondamentaux, même je dirais des besoins vitaux. Et on l'a vu pendant la pandémie, même lors du confinement, il y a une continuité de services. Les agents et les agentes ils se sont exposés, même sans protection, parce qu'au départ, il faut se souvenir dans quelles conditions on a pu exercer nos métiers, sans masque, sans qu'il y ait justement des protocoles sanitaires qui nous permettent de travailler dans des conditions sanitaires acceptables. Il y a quand même des personnes même qui ont perdu la vie, que ce soit alors beaucoup au niveau de la santé, mais pas que. Et tout ça dans des conditions qui étaient très dégradées,
et avec les salaires de misère qu'on connaît. Alors oui, bien évidemment, si à un moment donné, certains avaient le cynisme de dire bah, finalement les fonctionnaires ça sert à quoi? Pas à grand chose, ce sont tous des feignants, des feignantes et tout. Aujourd'hui, c'est quand même très difficile de le dire de cette manière-là, ou en tout cas de le sous-entendre, parce que on l'a vu, je le répète, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la santé, que ce soit la justice, que ce soit la culture, enfin, quels que soient les secteurs, on a vu combien ils étaient importants et combien ils étaient en capacité quand même finalement de répondre aux besoins, même dans une situation de crise et de pandémie. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que, enfin, et je dirais même les salariés eux-mêmes ont pris conscience de quelque chose, parce qu'à force d'être dévalorisés, à force d'être méprisés, parfois on intègre nous-mêmes le fait que bon, mais finalement, peut-être que oui, voilà, il y a la sécurité de l'emploi, on a un statut qui nous protège, et puis et là, enfin, on le voit, je veux dire, il y a une reprise de conscience, même une certaine fierté qu'on avait peut-être pu perdre, notamment par rapport justement à tous ces discours méprisants, et notamment de ceux qui ont le pouvoir. Il y a une reprise de confiance, et ça c'est important. Après, dans le même temps, il y a quand même une vraie souffrance aussi, hein, puisque ça a été épuisant ces années, et ça continue à l'être, notamment dans les secteurs de la santé et du médico-social. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est aussi pour ça que, enfin, voilà, les mobilisations, elles sont difficiles aussi, parce que pour le coup, les personnels sont épuisés. Donc, je pense que ça serait, et c'est un minimum quand justement la reconnaissance, elle est faite par ce gouvernement, mais en acte, c'est-à-dire qu'il faut, oui, revaloriser les salaires, et aussi et surtout, parce que ça c'est important, il faut créer de l'emploi et arrêter justement de nous dire qu'il faut supprimer des emplois, parce que ça serait un coût qui finalement ne sert à rien, ce n'est qu'un coût, alors que nous on estime que les services publics c'est bien une richesse, un bien commun, et qui permet justement de répondre à des besoins fondamentaux et vitaux de la population. Alors j'ai une dernière question, Céline, qui va un peu dans le même sens. Il y a un récent sondage IFOP révélait que les agents publics, notamment de catégorie C, les moins bien rémunérés, plaçaient au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avec 23% des intentions de vote, devant Emmanuel Macron avec 20% des intentions de vote. Avant, la fonction publique était vraiment un bastion de la gauche. Est-ce qu'il n'est pas en train de se créer une fonction publique de droite? Alors après, je ne sais pas si on peut dire une fonction publique de droite. Ce qui est sûr, c'est que la fonction publique et les services publics, ils ont quand même été très malmenés ces dernières années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément aussi de contractuels et de moins en moins de personnes sous statut. Il y a une très grande précarité, que ce soit donc au niveau du statut et aussi au niveau, je l'ai dit, des rémunérations. Donc il y a en plus une fonction publique sur certains secteurs, il y a beaucoup moins d'emplois et beaucoup moins de fonctionnaires. Donc les grands ministères finalement aujourd'hui, les plus grands, là où il y a le plus, on va dire, de professionnels et de salariés et de personnel, c'est l'éducation nationale, ça c'est sûr, mais aussi le ministère de l'Intérieur par exemple. Alors ça veut dire aussi que sur certaines professions, je ne dis pas que en tout cas, on sait aussi que sur certaines professions, par rapport enfin voilà, il peut y avoir en tout cas des professionnels qui seraient amenés à voter plus, par exemple, l'extrême droite que la gauche. Donc ça, c'est une chose. Ce qui est préoccupant aussi, c'est aussi et surtout, je pense, mais comme dans l'ensemble de la population, c'est l'abstention. C'est-à-dire que finalement, il y a quand même un discrédit des politiques, un discrédit des gouvernements et de ce qui pourrait être au pouvoir. Et ça, par contre, je pense que c'est une vraie problématique, dans le sens où nous, par exemple, syndicalement, si on arrive en créant du rapport de force, si on arrive à certaines négociations et à obtenir certains engagements de la part du gouvernement, notamment dans la fonction publique, il faut que ça se traduise à un moment donné au niveau législatif. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse s'appuyer sur des parlementaires, il faut qu'on puisse s'appuyer sur un gouvernement qui mette en œuvre et qui propose des lois et qui vote des lois et qui les mette en place. Parce que sinon, finalement, tout ce qu'on peut faire et obtenir dans la rue, ça ne se concrétisera pas réellement dans les conditions au niveau des conditions de travail et de vie des salariés.
Donc je pense que ça, il ne faut pas le perdre de vue, mais il est très clair que par rapport aux différentes politiques qui ont été menées ces dernières années, que ce soit avec des gouvernements de droite ou gouvernements de gauche, c'est vrai que même le gouvernement de gauche qu'il y a eu par exemple sous Hollande, eh bien la fonction publique a été malmenée. Il y a eu aussi le gel du point d'indice, pas de revalorisation. Il y a eu aussi des restructurations. Il y a eu aussi des suppressions d'effectifs. Donc forcément, ça fait dire à un certain nombre, et on peut le comprendre, que finalement, gauche-droite, c'est la même chose et que, en tout cas, ils ne sont pas et ils n'amènent pas et ils ne respectent pas en plus ce qu'ils disent aussi. Donc, je pense qu'on arrive à un moment où le discrédit de la parole et la défiance des politiques est très fort. Et ça, parfois, ça peut finalement Marine Le Pen, elle sait, on va dire, jouer sur ça. C'est-à-dire qu'elle se met en dehors du système en disant « moi, je suis différente des autres ». C'est vrai qu'on peut se dire que l'extrême droite n'a jamais été au pouvoir. Je suis différente des autres. Vous avez peut-être une alternative avec moi. Et certains peuvent tomber, en effet, dans ce panneau-là. Je pense que c'est surtout ça. Après, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ceux qui exercent dans la fonction publique soient plus à droite qu'à gauche. Je ne suis pas sûre, parce que quand on voit, nous, en tout cas, et je pense que les sondages le disent aussi, c'est que si on leur demande ce qu'ils souhaitent, est-ce qu'ils veulent de meilleures conditions de travail, est-ce qu'ils pensent que les services publics répondent justement à des besoins fondamentaux de la population, est-ce qu'ils pensent qu'il faut justement plus d'emplois dans la fonction publique, dans le même temps, ils disent que oui, en majorité. Donc je pense qu'il y a certainement une contradiction, mais surtout donc sur ce point-là de dire ben voilà, Marine Le Pen se veut hors système alors qu'elle n'est pas du tout hors système et qu'elle sert plutôt le capital, on le sait, et qu'elle est du côté du patronat ou de politiques ultra-libérales qui n'amèneront rien au niveau des services publics et de la fonction publique. Merci beaucoup, Céline. Merci.